vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, avec Guillaume Tabar, nous recevons à présent sur Radio Classique et Public Sénat en direct Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Nous sommes à 48 heures du dernier débat décisif pour les primaires, à quelques jours du premier tour. Vous soutenez depuis le début Martine Aubry. Au fond, pourquoi est-ce que c'est la meilleure ? C'est la meilleure parce que je crois d'abord que c'est une femme d'État. Elle a éprouvé des responsabilités très importantes quand elle a été en entreprise, mais surtout quand elle a été ministre et notamment numéro 2 du gouvernement de Lionel Jospin. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle à ce moment-là. Elle a porté les grands dossiers de la législature de Lionel Jospin, les 35 heures, les emplois jeunes, la loi de lutte contre les exclusions et beaucoup de mesures qui ont transformé, je crois, profondément notre société. Et surtout, elle a montré à cette époque-là des mesures qui étaient extrêmement efficaces pour lutter contre le chômage, puisque à la fin du septennat de François Mitterrand, il se disait contre le chômage, on a tout essayé. Il y avait un fatalisme. Elle a relevé le défi avec le gouvernement, avec Lionel Jospin. Surtout, elle a permis, avec les mesures qui ont été prises pour soutenir la croissance à l'époque, la création de 2 millions d'emplois. Et je pense le souvenir des Français sur la dernière grande loi sociale dans notre pays, à savoir celle sur les 35 heures, est extrêmement marquant. Donc c'est une femme qui a cette expérience, qui a une force de caractère, et puis c'est une femme aussi. Voilà. Je pense qu'après un Sénat... Oui, c'est vrai, mais voilà, je pense que Martine Aubry, avec l'expérience qu'elle a, Ségolène Royal a beaucoup de courage et de ténacité, mais je pense que Martine Aubry, avec l'expérience qu'elle a, après un Sénat qui a basculé à gauche, quelle autre grande, je dirais, innovation, transformation profonde de notre vie politique que d'avoir une femme comme Martine Aubry à la tête de l'État. En avance d'abord son expérience, on vient de vous entendre, le fait qu'elle est une femme. Est-ce qu'il y a une différence, je dirais, sur le fond forte avec celui qui, pour l'instant, d'après les sondages, mais il faut évidemment rester très prudent, qui pour l'instant est favori, c'est François Hollande. Sur le fond, au fond, c'est quoi la grande différence? Il y a l'expérience, vous en avez parlé. Vous parlez des sondages, je veux quand même en parler. Les sondages sur la primaire, il y a eu encore un rappel à l'ordre. Non, mais j'ai dit qu'il faut rester très prudent. Je vous remercie de le dire, mais voilà, ces sondages sur la primaire, je les laisse de côté. Je regarde les sondages sur la présidentielle qui montrent que Martine Aubry, comme François Hollande, gagnerait aujourd'hui face à Nicolas. Moins large, attendez, entre 1 et 3 points d'écart, c'est-à-dire la marge d'erreur des sondages, et avec un socle beaucoup plus fort à gauche, effectivement, que sur la droite. Non, je ne suis pas là pour dresser le bilan des différences. Je dis simplement, autre élément de son expérience, à la tête du Parti Socialiste, souvenons-nous, et je ne l'ai pas soutenu au Congrès, Martine Aubry, à l'époque, en 2008. Mais souvenons-nous, elle prend le Parti Socialiste après un congrès très difficile. On a un échec aux élections européennes et elle arrive à mettre le Parti Socialiste au travail. Il n'y avait plus un sujet sur lequel on était d'accord. On n'était d'accord sur rien. Elle a réussi à rassembler y compris les partisans du oui et du non, vous vous souvenez, au traité européen. Elle a réussi aussi à enclencher un travail avec les autres formations de la gauche et les écologistes. Et ça, je crois que ce sont des éléments notables. Alors, Guillaume Tabar. Si on oublie les sondages, il y a en revanche un baromètre toujours intéressant du climat d'une campagne, ce sont les ralliements un peu de dernière minute. Alors, dans la seule journée d'hier, on a vu des personnalités comme Jacques Attali, Jack Lang ou Jean-Jacques Urvoas, qui est un député strauss-kahnien, soutenir François Hollande. Est-ce que ce n'est pas le signe que bien, on commence à sentir que... D'abord, vous savez, dans ce que vous appelez les ralliements, depuis le début, Martine Aubry a une majorité d'élus, de maires de grandes villes, de conseillers généraux, de présidents de conseils régionaux qui la soutiennent. Très largement, elle est très largement devant, et ça se vérifie notamment avec les parrainages qui avaient été déposés. Puis vous savez, moi je peux aussi vous parler du soutien de Stéphane Hessel. Ça me paraît quand même quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que celui qui aujourd'hui, sur la planète entière, voit son livre traduit sur les indignés qu'ils disent, et il va demain, mercredi, faire une conférence de presse à Sciences Po Grenoble pour expliquer les raisons aussi de son soutien à Martine Aubry, ça me paraît quand même d'une certaine puissance. Anne Hidalgo, on a vu que Martine Aubry voulait taxer à 50% les revenus de plus de 100 000 euros par fiscal. François Hollande, lui, annonce des prélèvements sans doute obligatoire. Il y a un mot qu'on n'entend pas, mais ça revient quasiment au même, c'est une augmentation des impôts. Est-ce que, en bonne intelligence et bonne conscience, on peut dire aujourd'hui que
quel que soit celui qui pourrait gagner éventuellement l'élection, il y aura en France une hausse des impôts. Il y aura forcément une hausse des impôts, notamment pour ceux qui ont été un peu trop oubliés par le pouvoir actuel, à savoir les plus hauts revenus. Il y aura de fait, quand on parle de réforme fiscale, c'est une autre répartition. Donc bien sûr, les classes moyennes et les classes populaires ne doivent pas subir d'augmentation d'impôts parce qu'elles sont déjà, elles, les plus, je dirais, sollicitées et mises à contribution, notamment par le gouvernement actuel. Donc il faut absolument les protéger parce que c'est aussi une question de pouvoir d'achat. En revanche, pour les hauts revenus, une autre fiscalité des entreprises que propose aussi Martine Aubry, lorsqu'elle dit on pourra baisser l'impôt sur les sociétés, par exemple des PME qui réinvestissent sur le territoire, sur l'emploi, et au contraire augmenter l'impôt des sociétés qui redistribuent tout en dividendes pour leurs actionnaires. Voilà, c'est forcément une autre répartition dans laquelle on va chercher à mettre à contribution ceux qui souffrent le moins de la crise et qui même ont profité des mesures fiscales du gouvernement, des gouvernements depuis 10 ans. Vous avez dit que Martine Aubry avait fait la synthèse entre ceux qui avaient voté oui et ceux qui avaient voté non au référendum. Est-ce que ça veut dire également que pour le second tour de la primaire, elle pourrait faire la synthèse entre un Arnaud Montebourg qui prône la démondialisation et un Manuel Valls qui, lui, est sur un terrain beaucoup plus social-démocrate ? D'abord, sur la démondialisation, il est clair que personne ne va fermer les frontières et le mot, je pense, est mal choisi. Le contenu de ce que dit Arnaud Montebourg est quand même assez proche de la ligne que Martine Aubry a portée au sein du PS, à savoir ce qu'on appelle le juste échange. Je crois que Martine Aubry a permis dans ce rassemblement des partisans du oui et des partisans du non, ce n'était pas simple, ça a quand même été une ligne de fracture à gauche et au PS extrêmement importante. Elle a permis, je crois, de sortir de la naïveté qui était aussi la mienne. Je suis une pro-européenne convaincue et j'avais fait la campagne du oui, comme Martine Aubry, mais de sortir de la naïveté de ce que le libre-échange ne peut pas permettre à l'Europe de se construire économiquement, politiquement et sur le plan citoyen. Et donc aller vers le juste échange, c'est-à-dire considérer qu'il y a, oui, à taxer un certain nombre de produits qui ne respectent pas les contraintes que nous imposons sur le plan social ou sur le plan écologique. Donc vous dites Montebourg avec nous ? Moi, je pense, en tous les cas, dans le discours que j'entends de Arnaud Montebourg, mais c'est aux électeurs de se déterminer. Vous savez, personne n'est propriétaire de ses voix. Ça, je crois qu'en démocratie, quand même une leçon qu'on apprend. D'ailleurs, la première fois qu'on se présente au suffrage, on apprend très vite que personne n'est propriétaire de ses voix. En revanche, sur le fond, l'approche que propose Martine Aubry me paraît effectivement, et parce qu'elle l'a prouvé, c'était pas simple à faire cette fusion. Et même, d'ailleurs, on lui a reproché à certains moments d'avoir voulu faire cette synthèse entre les partisans du oui et du non, comme si c'était un renoncement à l'idéal européen. Martine Aubry est présente sur la scène européenne, elle est reconnue comme une leader importante. Elle a même remis le langage et le discours du PS français pour terminer sur ce chapitre, si un candidat ou une candidate, peut-être Martine Aubry, arrive à peut-être plus de 45% au premier tour, imaginons ce scénario dimanche 9 octobre, est-ce que c'est indispensable de faire quand même un second tour ? En politique, il y a, on renonce jamais. S'il y a deux tours, il y a deux tours. Donc il y a un processus, il faut aller au bout, quel que soit le choix. Moi, je pense qu'il faut aller au bout du processus, bien évidemment. Et puis, une élection n'est jamais gagnée jusqu'à la fin, et notamment jusqu'au deuxième tour. Moi, je ne connais pas beaucoup de politiques dans une élection, je dirais, auprès des citoyens, qui diraient, ah ben non, je jette l'éponge parce que... Non. Puis d'abord, vous savez, les retours de terrain qu'on a sur la campagne de Martine Aubry sont absolument exceptionnels. Il y a une mobilisation extraordinaire et donc il y a une force militante et très active sur le terrain qui, je pense, se verra dimanche. Et quel est votre pronostic aujourd'hui ? Qui sera en tête de la primaire ? Moi, je n'ai pas de pronostic à faire. Je sais que Martine Aubry, en tous les cas, je le vois sur le terrain tous les jours, à Paris et ailleurs, mais je le vois beaucoup à Paris. Vraiment, aujourd'hui, elle peut être en très tête. fortement, je n'en sais rien. Je suis pas, vous savez, c'est pas un jeu de course.
hein, ce que nous ont expliqué d'ailleurs. C'est une élection. C'est une élection et c'est pas un jeu de petits chevaux. Donc ce que je vois, c'est qu'il y a quand même énormément de soutien autour de Martine Aubry et une mobilisation très forte sur le terrain qui ne faiblit pas, loin s'en faut. Je crois que cette semaine, on va montrer encore la force de ces soutiens et de ces militants et de ces citoyens. Anne Hidalgo va parler de Paris. Je rappelle que vous êtes première adjointe de Paris. On a vu que au moment des sénatoriales, que la droite UMP officielle avait connu quelques difficultés. Est-ce que vous y voyez un bon présage pour les échéances futures, à savoir 2014 ? Là aussi, on verra, chaque élection est assez C'est ça qui différente. compte pour vous, plus que au fond ce qui pourrait se passer en 2012. Est-ce que vous, Anne Hidalgo, votre objectif c'est plutôt 2014 à Paris, ou est-ce que c'est peut-être d'être ministre dans un gouvernement de gauche? Ça, je l'ai déjà dit, mon engagement est exclusif pour Paris. Paris, c'est vraiment ça la priorité. Bien sûr, mais je veux que la gauche gagne en 2012 et je souhaiterais vraiment que Martine Aubry soit la première femme présidente de la République. Ça, on a bien compris, ça, oui. Vous savez, on peut faire, je dirais, en politique, on peut faire de la politique sans attendre de récompense d'un poste. Moi, je suis engagée pour Paris, mon engagement est exclusif. Et Bertrand Delanoë aussi, il restera maire de Paris jusqu'en 2014? Écoutez, ça c'est à lui de le dire, mais j'ai l'impression qu'il est lui aussi exclusivement engagé pour Paris. Et Paris vaut bien effectivement qu'on s'y engage de façon exclusive. Donc la droite parisienne est extrêmement divisée. Je pense que la stratégie de François Fillon, puisque c'est lui qui a fait la liste au sénatorial, qui a imposé Chantal Joannou, et en numéro 3, même s'il n'a pas réussi, un de ses conseillers, sa stratégie a été défaillante. Voilà, c'est une erreur totale pour eux. Bon, moi, je n'ai pas à commenter plus que ça. L'état de la gauche parisienne n'est pas du tout celui-là, et l'état du PS parisien. Même si, par exemple, on prête des ambitions à la chef de file, par exemple, des Vertes, Cécile Duflot, on dit qu'elle pourrait être candidate, on pourrait assister à un combat de femmes. Écoutez, d'abord, que Paris attire l'intérêt de beaucoup de responsables politiques, je n'en suis pas surprise. C'est une ville tellement fabuleuse et j'exerce un mandat qui est assez unique que ça ne me surprend pas. Ensuite, je pense que 2014, ça sera quand même la confrontation de deux projets. Un projet progressiste face à un projet conservateur. La question des personnes, on y viendra le moment venu. Mais je crois qu'il faudra, après Bertrand Delanoë, être à la fois en mesure de profiter pleinement du bilan qui est le nôtre, mais aussi de nous projeter dans les 10-15 ans qui viennent, puisque ça sera aussi dessiner les projets pour Paris dans les 10-15 ans. Depuis le début de la seconde mandature de Bertrand Delanoë, on a le sentiment quand même qu'entre le PS d'un côté et les Verts de l'autre, c'est pas facile tous les jours. On le voit aussi à la région Île-de-France, mais on le voit aussi au Conseil de Paris. Oui, ce sont des partenaires qui sont difficiles, parfois exigeants. Bon, en même temps, ça fait 10 ans qu'on fonctionne ensemble. Non, on doit être agaçant pour eux aussi. Donc ça fait 10 ans qu'on fonctionne ensemble, qu'on travaille, qu'on arrive à porter des dossiers. Je crois que c'est important de reconnaître là où on a des points de différence. On va juste prendre un exemple, Anne Hidalgo. Vous parlez de dossiers parisiens. Les Autolib ont fait leur entrée dans la capitale hier. Vous en avez essayé une de ces voitures, par exemple ? Non, j'ai pas encore pu l'essayer, mais je devrais pouvoir cet après-midi. Les écolos ne sont pas tous ravis, quand même. Ils sont même contre, faut le dire tel quel. Ils sont contre. Voilà. Nous, on considère que c'est quoi la belle idée? Au fond, est-ce que on avait pensé que peut-être de mettre des véhicules supplémentaires dans la capitale, c'était pas forcément une super idée? Non, parce qu'en fait, ce sont pas des véhicules supplémentaires. 3000 véhicules électriques qui vont remplacer 15 000 véhicules. Donc en fait, Autolib va certainement pousser gentiment et en offrant une alternative des Parisiens qui ont une voiture à se dire finalement j'en ai plus besoin puis ça me coûte moins cher. Autolib coûtera moins cher que une voiture. Tout le monde n'aura pas une borne Autolib au pied de chez lui. Il va y en avoir beaucoup. Vous savez, 3000 véhicules, c'est environ 700 points de stations Autolib. Et donc, et puis il y a aussi la banlieue avec nous. Boulogne, par exemple, le maire de Boulogne qui fait partie du syndicat qui a été mis en place pour Autolib nous dit l'enjeu, c'est de passer de 2 véhicules par ménage à un seul véhicule. Donc, c'est très écologique. Et puis, ce sont des voitures propres. Donc, depuis le début, et on respecte depuis le début, nos collègues verts nous disent c'est pas bien. Écoutez, quand les Parisiens auront à choisir et à dire qui ils souhaitent voir majoritaire
à Paris, je pense qu'ils auront aussi l'exemple d'Autolib. Mais tout ça se passe d'une façon, je dirais, assez normale entre nous. Voilà, on connaît ces points de désaccord et néanmoins, la vision de la ville écologique que nous avons, c'est une ville qui doit aussi offrir des alternatives. Merci beaucoup Anne Hidalgo. Ce matin, c'était donc Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, qui était en direct avec nous pour En route vers la présidentielle. Bonne journée à tous.